Dans cet épisode, on va appliquer la méthode EBIOS Risk Manager à un cas d'étude concret. On va faire une analyse de risque pour Biotech Labs, une société de biotechnologie fabriquant des vaccins. On commence donc par l'atelier 1, cadrage et socle de sécurité. La mission de notre organisation est d'identifier et de fabriquer des vaccins. Comme vous pouvez vous en douter, l'activité de recherche et développement est essentielle. Nos équipes identifient des antigènes, puis les font produire en partenariat avec des laboratoires. Nous pouvons alors initier une évaluation préclinique, puis un développement clinique sous l'égide du pharmacien. Nous avons aussi, bien évidemment, une activité de fabrication des vaccins. Cette activité consiste en la stérilisation, au remplissage et à l'étiquetage des seringues, puis à leur conditionnement dans un emballage. Elle est supervisée par le responsable production. Nous devons aussi, dans le cadre de la conformité réglementaire et sanitaire, assurer la traçabilité et le contrôle des vaccins que nous produisons. À cet effet, nous archivons des informations permettant d'assurer le contrôle qualité et la libération de l'eau. Cette activité-là s'effectue sous le contrôle du responsable qualité. Nous stockons les données de R&D sur nos serveurs internes. Même chose pour l'archivage des informations de traçabilité et de contrôle. La chaîne de production des vaccins est informatisée elle aussi. Certains équipements que nous utilisons sont sous la responsabilité de fournisseurs spécialisés. Il faut noter qu'une partie de nos données R&D sont aussi transmises aux laboratoires avec lesquels nous travaillons. Ce sont ces laboratoires qui réalisent la production des antigènes. À l'aide des informations recueillies, on est en mesure de produire une synthèse des éléments de cadrage et du périmètre métier et technique. Pour l'évaluation des risques, nous avons convenu d'une échelle d'impact à 4 niveaux. Le niveau 1 correspond à un impact négligeable. Le niveau 2 est plus significatif. La société fonctionne toujours, mais en mode dégradé. Le niveau 3 est plus grave. Il y a un gros impact sur les performances de l'activité, et peut-être aussi un impact sur la sécurité des personnes. Le niveau 4 est catastrophique. La survie de la société est menacée. Cette échelle de gravité va nous permettre d'identifier le niveau de sévérité des différents événements redoutés qui vont être listés lors de cet atelier. La perte ou la destruction des informations de R&D serait grave, notamment pour les futures autorisations de mise sur le marché. L'altération de nos données d'études pourrait aboutir à une formule de vaccin erronée, avec un vrai risque santé, sans compter tous les problèmes juridiques qui pourraient en découler. Il faut bien évidemment aussi envisager la possibilité de fuite de données R&D. Les investissements de recherche représentent des coûts énormes. Voir tout ce boulot réduit à néant, ça aurait des impacts financiers, c'est sûr, et la direction pourrait se retrouver sur la sellette. En termes d'activité, si nos équipes de chercheurs n'étaient plus en mesure de travailler pendant plusieurs jours, plus d'une semaine par exemple, ça ferait prendre un retard significatif, avec des impacts financiers à la clé. On doit aussi envisager le risque d'avoir une production à l'arrêt, ou d'être dans l'incapacité de distribuer nos vaccins. Si c'est en pleine épidémie, et que ça dure plus d'une semaine, ça aura des conséquences dans la santé publique, et on perdra la confiance de nos partenaires. Et puis il y a la traçabilité. Si nos informations de contrôle sont altérées, on va avoir des risques pour la santé des personnes, et puis des impacts juridiques bien sûr. Suite à ces échanges, on est en mesure de produire une synthèse des événements redoutés les plus significatifs. Notre société a un niveau de maturité relativement faible en matière de cybersécurité.
Il y a une sensibilisation basique à la sécurité au moment de la prise de poste des salariés. Il existe une charte informatique. Et nous avons établi une politique de sécurité qui s'appuie sur le standard ISO 27001. Mais on sait qu'il y a encore pas mal d'écarts. Lorsqu'on définit le socle de sécurité de l'entreprise, on liste dans un tableau l'ensemble des contrôles applicables. Ici, on va lister un à un l'ensemble des contrôles de la politique de sécurité de l'entreprise, mais aussi les éventuels contrôles réglementaires imposés par le domaine d'activité de l'entreprise et par la loi. Pour tous ces contrôles de sécurité déjà identifiés, on va évaluer le niveau de conformité de l'entreprise et identifier d'éventuels écarts. On appliquera par la suite une approche par la conformité pour corriger ces écarts. On passe maintenant à l'atelier 2, source de risque. On pourrait avoir des soucis avec des activistes anti-vax qui voudraient saboter une campagne de vaccination. Il y a aussi les défenseurs de la cause animale qui pourraient essayer de divulguer des photos ou des vidéos de tests animaliers pour créer un choc dans l'opinion publique. On a bien évidemment intérêt à se méfier de nos concurrents, qui pourraient s'octroyer un bel avantage concurrentiel en espionnant nos travaux R&D. Le contexte géopolitique instable de ces dernières années nous commande aussi d'envisager les attaques bioterroristes, par altération de la composition des vaccins que nous produisons en masse lors des épidémies, par exemple. Le groupe de travail a identifié les potentielles sources de risque, ainsi que leurs objectifs visés. Pour chaque paire source de risque, objectif visé, listé, on évalue le niveau de pertinence, en prenant en compte la motivation, les ressources et l'activité. Le groupe de travail a décidé de retenir en priorité les couples SR-OV de pertinence élevée et moyenne. Nous laissons de côté dans un premier temps la menace cyberterroriste et celle liée aux activistes souhaitant divulguer des informations sur les tests animaliers, car nous les jugeons moins prégnantes. Nous pouvons maintenant initier l'atelier 3, scénario stratégique. Dans le cadre de nos travaux de recherche, nous travaillons avec des laboratoires et des universités, mais aussi avec les régulateurs. Nous faisons appel à un prestataire informatique pour la gestion de notre parc informatique. Nous avons aussi des fournisseurs, que ce soit pour les produits chimiques ou pour le matériel de production. Et puis parmi les tiers, il y a bien entendu nos clients. Des établissements de santé, des pharmacies et des grossistes répartiteurs. L'équipe a décidé de se concentrer dans un premier temps sur les parties prenantes externes de l'écosystème de la société. Elle a pu identifier un certain nombre de tiers qu'elle a regroupés dans 3 catégories: les clients, les partenaires et les prestataires. L'évaluation de chaque partie prenante, en fonction de l'exposition et de la maturité cyber, a permis d'établir une cartographie de menaces numériques. L'équipe a retenu F3, le prestataire informatique, comme partie prenante critique. Les parties prenantes P3, les laboratoires, et F2, les fournisseurs de matériel, sont également retenues comme parties prenantes critiques. Les autres parties prenantes n'ont pas été retenues comme critiques. Après discussion avec le RSSI, P1, les universités, et F1, les fournisseurs industriels chimiques, n'ont pas été retenus par le responsable projet, compte tenu du contexte et de la nature des sources de risque en jeu. Le groupe de travail s'est d'abord intéressé au couple SR-OV
un concurrent veut voler des informations en espionnant les travaux de R&D en vue d'obtenir un avantage concurrentiel. On a identifié 3 chemins d'attaque pertinents. Le concurrent pourrait voler des travaux de recherche en créant un canal d'exfiltration de données portant directement sur le système d'information de la R&D. Ou bien en créant un canal d'exfiltration de données sur le système d'information du laboratoire, qui détient une partie des travaux. Ou bien en passant par le prestataire informatique. Le scénario stratégique associé est représenté ici. Il est de gravité 3, selon la cotation effectuée lors de l'atelier 1. Le groupe de travail s'est ensuite penché sur le couple SR-OV. Une organisation activiste veut saboter la prochaine campagne nationale de vaccination en perturbant la production ou la distribution des vaccins pour générer un choc psychologique sur la population et discréditer les pouvoirs publics. 2 chemins d'attaque ont été définis comme pertinents. L'activiste perturbe la production des vaccins en provoquant un arrêt de la production industrielle par compromission de l'équipement de maintenance du fournisseur de matériel. Ou bien, il perturbe la distribution des vaccins en modifiant leur étiquetage afin qu'ils ne soient pas livrés au bon endroit. Le scénario stratégique associé est représenté ici. Il est de gravité 4, selon la cotation effectuée dans l'atelier 1. Car est ici considéré le cas le plus défavorable, puisque l'incident survient lors d'un pic d'épidémie et dure au-delà d'une semaine. En synthèse, 2 scénarios stratégiques ont été retenus. En ce qui concerne les fournisseurs de matériel de production, on pourrait réduire le risque de piégeage des équipements de maintenance utilisés sur le système industriel. Il suffirait pour cela de déployer des machines de maintenance administrées par la DSI, et qui seraient mises à disposition du prestataire sur site. Concernant le prestataire informatique, on pourrait faire évoluer son niveau de maturité cyber, en organisant un audit par exemple. On pourrait aussi renforcer la protection des données de R&D, par du chiffrement ou du cloisonnement réseau. Les équipes ont l'habitude de diffuser beaucoup de données vers les laboratoires, mais on pourrait limiter ça au strict nécessaire. Des mesures de sécurité ont été définies en priorité pour les prestataires F2, F3 et P3. Ces derniers sont en effet impliqués dans des scénarios stratégiques particulièrement problématiques. L'application de ces mesures de sécurité devrait permettre sous 9 à 12 mois de réduire le risque. On obtiendrait alors la cartographie de menaces numériques résiduelles suivante. On passe à l'atelier 4, scénario opérationnel. L'équipe projet a décidé de représenter les scénarios opérationnels sous la forme de graphes d'attaque. Voici par exemple le travail qui a été fait pour un scénario opérationnel correspondant à un chemin d'attaque stratégique identifié dans l'atelier 3. On s'est intéressé au cas où un concurrent chercherait à voler des travaux de recherche en créant un canal d'exfiltration de données portant directement sur le système d'information de la R&D de notre entreprise. On a étudié plusieurs techniques d'accès, parmi lesquelles des actions de collusion permettant à l'attaquant de rentrer dans le système d'information. L'exploitation d'un éventuel canal préexistant a été considérée, mais il reste à approfondir. Si un tel canal caché existe, alors il pourrait également servir de canal d'exfiltration. 3 modes opératoires ont été jugés pertinents. Tout d'abord, le cas où l'attaquant s'introduit dans le système d'information par une attaque ciblée sur la messagerie du service des ressources humaines,
en piégeant le site du comité d'entreprise ou en exploitant un canal caché préexistant. Il accède ensuite aux données stratégiques de R&D, du fait notamment de l'absence de cloisonnement entre les réseaux internes, puis les exfiltre en utilisant le canal caché, voire un canal légitime. Ensuite, le cas où l'attaquant corrompt un salarié de l'équipe R&D qui récupère ensuite facilement les informations depuis son poste de travail, dans la mesure où aucune action de supervision n'est réalisée. Enfin, le cas où l'attaquant corrompt un personnel d'entretien des locaux et lui demande de brancher une clé USB préalablement piégée sur un poste de travail de R&D. Cette opération est facilitée par le fait que l'entretien des locaux est réalisé en dehors des heures ouvrées, que le personnel d'entretien a accès librement au bureau d'études et que les ports USB ne sont soumis à aucune restriction. Lors de l'atelier, il a été noté à maintes reprises que le manque de rigueur actuel dans l'application des correctifs de sécurité facilitait considérablement l'exploitation des vulnérabilités. 5 scénarios opérationnels ont été élaborés par l'équipe projet. On ne va pas tous les détailler ici. Nous avons défini une échelle de vraisemblance pour pouvoir évaluer les différents scénarios opérationnels. C'est une échelle à 4 niveaux. Le niveau 1 indique qu'il est peu vraisemblable que le scénario aboutisse, alors que le niveau 4 indique qu'il est quasi certain que ça fonctionnera. Le vol de données par exfiltration directe est considéré comme très vraisemblable, compte tenu des nombreuses vulnérabilités techniques et organisationnelles observées dans notre organisation. Nos utilisateurs sont peu sensibilisés aux risques numériques, comme le hameçonnage par exemple. Le site du comité d'entreprise est facilement accessible depuis Internet. Les réseaux ne sont pas cloisonnés et les flux sortants ne sont pas supervisés. Quant aux données R&D, elles ne sont pas protégées et elles sont centralisées sur un serveur facilement identifiable. Le vol des données R&D par l'intermédiaire du prestataire informatique est considéré comme quasi certain. D'une part, le prestataire en question dispose de droits d'accès élevés sur le système d'information de notre entreprise, et d'autre part, la sécurité de son système d'information est faible. La combinaison de ces facteurs aggravants rend une opération d'intrusion et exfiltration très facile pour un attaquant avec un minimum de ressources engagées. On arrive à l'atelier 5, traitement du risque. Nous avons défini une échelle de niveau de risque avec 3 niveaux d'acceptabilité. Le niveau bas pour les risques acceptables en l'état. Le niveau modéré pour les risques qu'on peut tolérer si des corrections sont apportées à moyen ou long terme. Le niveau haut pour les risques qui doivent impérativement être réduits rapidement ou bien éliminés. Nous avons ensuite fait une matrice pour positionner ces niveaux de risque en fonction de la sévérité et de la vraisemblance. Pour finir, il nous a suffi de positionner les différents scénarios de risque vus lors des précédents ateliers en fonction des niveaux de gravité et de vraisemblance que nous avions identifiés. Nous pourrions faire appel à un prestataire pour sensibiliser nos équipes sur les techniques de hameçonnage. Si c'est validé par le CHSCT, nous devrions pouvoir boucler ça d'ici 6 mois. Ça réduirait le risque qu'une exfiltration par canal direct ne se produise. On pourrait aussi faire auditer notre système d'information bureautique. Ça nous aiderait à identifier les systèmes les plus vulnérables. Je pense qu'il faut contractualiser nos besoins de sécurité avec nos partenaires, en particulier les laboratoires et les prestataires. Ce serait bien qu'ils nous notifient aussi en cas de piratage chez eux. D'ailleurs, on devrait envisager d'organiser des audits de sécurité de nos partenaires clés.
pourrait limiter l'accès aux espaces de travail R&D aux seules personnes habilitées. Au cours de ce dernier atelier, l'équipe a pu définir les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour réduire les risques, en prenant en compte les priorités et les urgences de manière appropriée. Elle a formalisé tout ça dans un plan d'amélioration continue de la sécurité. Pour clore l'étude, l'équipe a calculé le niveau de risque résiduel pour les différents risques identifiés, une fois que les mesures de sécurité auront toutes été mises en œuvre. La direction a décidé de maintenir le risque R3 à un niveau résiduel élevé, malgré l'application des mesures de remédiation prévues. Ce risque est en effet considéré comme particulièrement problématique, le prestataire informatique étant relativement opposé à la mise en place des mesures de sécurité. Celle-ci implique en effet un changement assez profond dans ses méthodes de travail. La piste envisagée pour maîtriser ce risque consisterait donc à entrer dans le capital de ce prestataire afin de modifier la gouvernance en matière de sécurité numérique, ou bien de changer de prestataire. D'autre part, la direction souhaite mettre sous surveillance la menace bioterroriste. Celle-ci a été jugée peu pertinente au cours de l'atelier 2, mais ça représente pour nous une préoccupation forte. C'est ainsi que se termine cette étude de cas, qui avait pour objet d'illustrer la mise en pratique de la méthode d'analyse de risque EBIOS Risk Manager.